Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast du Crayon, le média qui ose réunir. Débat, entretien profond ou sur le terrain, notre but, que vous puissiez entendre toutes les opinions françaises sans jugement ni parti pris. Tous les jeudis, retrouvez nos émissions en version podcast. Alors installez-vous confortablement, bonne émission. Il y a quelques mois, on avait reçu Michel Onfray qui disait ça. Le rap et les mangas, ça vaut pas l'opéra et la littérature. Bah oui, Astérix, c'est pas la recherche du temps perdu. Et aujourd'hui, quand j'ai posé la question à Bruno Patino, il m'a répondu ça. Oui, bien sûr que la pop culture a énormément de valeur. Je vous laisse découvrir l'entièreté de l'entretien que j'ai eu avec lui. Bruno Patino, c'est le président d'Arte. On a parlé d'à quel point on était dépendant de nos écrans, de l'IA qui allait révolutionner tous nos usages, mais aussi de la science-fiction et de quel rôle elle devait jouer dans nos quotidiens. Bonjour, je suis Bruno Patino, je suis le président de la chaîne de télévision Arte et j'ai écrit un livre qui s'appelle Submersion. Si cette vidéo vous plaît, pensez bien à laisser un j'aime, à mettre un commentaire et à vous abonner en activant la petite cloche, c'est super important pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira. Je vous rappelle qu'on a aussi une newsletter qui revient toutes les semaines sur un débat qui a animé l'actualité. Enfin, vous pouvez retrouver tous nos contenus en format audio sur toutes les plateformes de podcast. Et en plus, il y a des exclus là-bas. Je dis ça, je dis rien. Bonne vidéo. Les écrans sont trop présents. Vrai, Il faut arrêter d'utiliser les écrans. faux. Les livres, c'est mieux que les téléphones. Allez, vrai, oui. Je suis drogué. Pas faux. Il faut éduquer les enfants aux écrans dès leur plus jeune âge. Vrai, Notre capacité d'attention est la même qu'il y a 50 ans. sans doute faux. Nous dormons plus que nos aînés. Faux. Nous sommes la civilisation du poisson rouge. Vrai. Nous sommes noyés par les informations. En partie vrai. Un humain pourra consommer tout le contenu présent sur Internet. Absolument faux. Trop de choix tue le choix. Vrai. Sur la question un humain pourra consommer tout le contenu présent sur Internet, dans votre livre, vous dites qu'il faudrait... Si vous parlez de YouTube, Ouais, c'est YouTube, Il exactement. Si vous les- vous 30 avez 000 ans Exactement. pour consommer juste les nouveautés sur YouTube d'un an. C'est-à-dire les nouvelles vidéos postées pendant un an sur YouTube, il vous faut 30 000 ans pour les consommer. On ne vit pas 30 000 ans. Donc non, pas pour le moment. Est-ce qu'on on est submergé? Est-ce que c'est trop pour les êtres humains? Oui, c'est bizarre trop, hein, parce que on peut se dire c'est vraiment bizarre. Parce que d'un côté, c'est absolument phénoménal et génial d'avoir accès à quasiment tout et d'avoir accès à de plus en plus de choses. Et pourtant, on regarde, on est un peu fatigué, on ne sait pas quoi choisir, on se dit mais finalement j'ai accès à tout, mais parfois je suis tellement envahi par ce tout que je ne sais pas quoi choisir, donc c'est trop. Donc oui, c'est trop. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça va nous conduire à, je sais pas, une paralysie de l'humain, à quelque chose qui va nous rendre peut-être dépressif? Est-ce que... Non, moi je suis pas du tout. Alors d'abord, je suis pas du tout dans à annoncer la fin du monde, la fin des êtres humains, etc. Moi, je suis pas du tout comme ça, pas du tout technophobe ni dystopique. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on vit ces technologies. Évidemment, je les aime, hein, comme chacun de nous. Vous utilisez ChatGPT? Ouais. Y compris en version premium, bien sûr, j'utilise. Bien sûr, j'ai des écrans. Je suis sur les réseaux sociaux depuis quasiment leur création, parce que là, j'ai l'âge d'avoir vu la création non seulement des réseaux sociaux, mais même du moteur de recherche Google et même de l'Internet. Hein. Donc, oui, j'aime tout ça. Non, ce que je dis, c'est juste, donc non, c'est pas la fin de tout, mais il se passe un truc quand même intéressant. C'est-à-dire que, et c'est ça dont j'essaye de parler dans le livre, c'est-à-dire que, au départ, c'est phénoménal, on a accès à tout. En plus de ça, il se produit de plus en plus de choses, parce que quand même, l'écran, le numérique, ça a d'abord produit la copie infinie. En ramenant tous les, entre guillemets, contenus à des fichiers, ça a permis la copie, donc ça a permis d'avoir accès à énormément de choses. Puis après, vous avez la deuxième étape, c'est non seulement il y a la copie, mais il y a la viralisation, le partage, peu importe comment on l'appelle, la propagation infinie, donc on a accès vraiment à énormément de choses. Et là, vous mentionniez ChatGPT, mais évidemment avec les IA génératives, on voit que la production va accroître, va être pratiquement infinie. Donc on peut se dire c'est extraordinaire cette espèce de déluge, de tsunami de contenu auquel on va avoir accès. Je dis juste là, il semblerait, en tout cas en ce qui me concerne, mais en ce qui concerne quand on regarde un peu les chiffres, les études, que de temps en temps on se dit c'est trop. Alors ça peut passer par plein de choses, hein, des petites choses qu'on peut raconter, c'est-à-dire c'est trop en partie, franchement, je sais pas quoi choisir, quoi. C'est trop, je sais pas quoi choisir. Mais vous mentionnez d'ailleurs une étude qui montrait que plus on avait le choix, moins on Exactement, allait parce que c'est ça sur qui différentes m'intéresse. chaînes. Donc on peut être fatigué, on se dit, il y a tellement trop de trucs, je fais plus rien.
Et si on est sérieux, ça se mesure. Ça s'appelle la fatigue informationnelle, la fatigue décisionnelle, tous ces symptômes-là. Donc de temps en temps, on peut être fatigué face à tout ça. Et puis, l'autre symptôme, c'est j'arrive plus à choisir, j'ai trop de choix. Et effectivement, là, ça m'intéresse de rentrer un peu dans le détail, de pas seulement raconter des anecdotes, mais dire, bah oui, il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont étudié comment on fait nos choix. Et il y a quelque chose qui s'appelle le paradoxe du choix, c'est-à-dire quand on vous donne trop d'options, finalement, bah, vous n'arrivez plus à choisir. Pour deux raisons. Que chacun de nous aura pu expérimenter. La première raison, c'est que plus on vous donne d'options, plus vos attentes sont élevées. Et donc, évidemment, si je vous donne, mais même pour la nourriture, si je vous dis, voilà, vous avez le choix entre 3 plats, vous allez prendre celui qui vous déplaira le moins ou qui vous plaira le plus, et vous serez sans doute satisfait, parce que vous pourrez évaluer ce que vous amenez les 2 autres. Donc, vous aurez pu faire ce choix rationnel. Si je vous dis, voilà, j'ai un menu, c'est formidable, il y a, allez, comme sur Spotify, 80 millions de titres, 80 millions de choix de plats possibles. Vos attentes vont être phénoménales, parce que vous allez dire, je veux exactement la chose qui me correspond, dont j'ai le plus envie, absolument. Donc vos attentes vont augmenter, et donc vous aurez la capacité ou la probabilité d'être déçu qui sera d'autant plus forte. Mais surtout, vous allez dire, mais qui peut décider entre 80 millions de plats? C'est pas possible. Donc je vais déléguer mon choix. Donc je vais me tourner vers quelqu'un d'autre pour faire le choix. Donc soit je vais demander à mon voisin, tu prends quoi? Remarquez que souvent dans les restos, on dit, tu prends quoi toi? Parce que déjà, même 15 plats, on n'arrive pas à choisir. Et l'autre chose, c'est que je vais demander à un algorithme de dire, propose-moi. Donc je vais demander à une formule de calculer de choisir à ma place. Et ce qui m'intéresse, c'est de dire qu'est-ce qui se passe quand on nous propose tellement d'options que soit on est fatigué et on n'arrive plus à choisir. Je mentionne des chiffres un peu rigolos, mais qui sont réels. Hein. On passe, en Grande-Bretagne en tout cas, plus de 100 jours dans sa vie à choisir ce qu'on va regarder le soir. Je mentionne ces anecdotes, vous êtes devant une plateforme, vous êtes 2, oui. Vous dites regardons qu'est-ce qu'on choisit ce soir. On est 3, et regardez juste, on met de plus en plus de temps. Et 4, il y a des portes qui claquent. Et posez-vous la question, et 4, on a les portes qui claquent, chacun va regarder le truc soit, et est-ce que vous êtes déçu ou pas? Oui. Le paradoxe du choix, c'est plus j'ai d'options, en fait le chiffre magique c'est 12. Quand j'ai plus de 12 options, le paradoxe du choix se met en route, et finalement, je finis par déléguer mon choix et à être déçu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça qui m'intéresse. Donc, on peut se dire, c'est pas très grave de rien choisir, de pas choisir, de pas regarder quelque chose, ou c'est pas très grave de choisir de ne rien écouter, ou c'est pas très grave de demander à l'algo, pousse-moi un contenu à voir, etc. Et ben, je pense que si, c'est un peu grave quand même. Enfin, un peu grave, ça change des choses dans notre vie. C'est-à-dire que quand vous déléguez votre choix à une formule qui vous calcule, ben, cette formule, elle vous calcule parce qu'elle sait de vous, par vos données, donc elle vous calcule de façon approximative. Alors c'est pas qu'elle vous enferme dans des bulles de filtre, ça on sait bien que les bulles de filtre qui ont vraiment existé, à un moment ou à un autre, les algos de recommandation aujourd'hui amènent, j'allais dire, des diversités de points qui font qu'à un moment donné vous êtes plus enfermé. Mais malgré tout, ça a une vision approximative de vous-même. Comme on dit, ça vous calcule pas totalement en réalité. Et donc ça vous propose d'une certaine façon des choses attendues. Donc, dans votre vie culturelle, dans votre vie d'information, dans votre vie générale, ça réduit quelque part les possibles. Et moi, pardon, je suis très long dans la réponse, mais c'est évidemment c'est un des sujets majeurs du livre, c'est de dire, moi je pense qu'il y a 2 choses qui sont extrêmement importantes dans nos vies, pas seulement notre vie numérique, notre vie culturelle, notre vie amoureuse, notre vie intellectuelle, etc. C'est la possibilité d'abord de trouver des choses que vous cherchiez pas. La surprise dans votre vie, l'inattendu, le fait qu'à un moment donné il se passe un truc, vous saviez absolument pas que ça pouvait se passer et ça change votre vie. Soit une forme culturelle, un contenu, une idée, une personne, etc. Donc c'est très très important à un moment donné de pouvoir trouver des choses qu'on ne cherchait pas. Mais c'est aussi très important de ne pas trouver des choses qu'on cherche. Parce que ça c'est la quête qui peut être spirituelle, religieuse, amoureuse, philosophique, peu importe. Je pense que c'est 2 choses très importantes. Et évidemment, quand vous déléguez tous vos choix à des formules mathématiques, à des formules de calcul, elles ne sont pas du tout faites pour ces 2 choses que je viens de vous dire, parce que vous faire trouver quelque chose que vous ne cherchiez pas, c'est une erreur, et vous ne pas vous faire trouver des choses que vous cherchez, c'est un défaut. Et remarquez toutes ces plateformes sur lesquelles vous demandez même, allez prenons une grande plateforme de vidéo dont le nom commence par N, et qui finit par un X, vous demandez un programme, imaginons que vous savez exactement ce que vous cherchez, vous demandez un programme, ils ne l'ont pas, ils vont vous proposer un programme qui est vrai à 92%. C'est-à-dire que l'algo, il n'est pas du tout fait pour dire
je suis désolé, mais je ne l'ai pas. Et donc je dis non, ça change beaucoup de choses de notre vie, encore une fois, quand le choix n'est plus effectué vraiment par nous-mêmes, notre libre arbitre n'est plus là, et comment d'une certaine façon ça réduit un peu les possibles de nos vies. Alors, on peut dire ça de façon un peu savante, on peut dire que l'extension du domaine du calcul réduit notre part d'humain. On peut dire ça de façon presque philosophique en disant on s'aperçoit que l'algorithme n'est jamais un agent moral. C'est formidable les algos, ça réduit énormément de choses. Moi évidemment je regarde les GPS, je me fais diriger par les algos, etc. Mais d'un autre côté, ça me propose jamais de chemin de traverse qui vont me permettre. Donc je me permets à un moment donné même de raconter ce truc. Pour ma génération, il y avait une série emblématique qui s'appelait Les Envahisseurs. Mais non, bien sûr, vous ne connaissez pas. Et d'abord, si vous la regardez aujourd'hui, Les Envahisseurs, c'est un truc des années 60, et on parle d'un... En fait, il faut regarder juste le générique, qui est totalement culte pour ma génération. Le générique parle d'un homme qui s'appelle David Vincent, qui, évidemment, va voir que les extraterrestres sont en train d'envahir la planète. Et le générique dit, il recherchait un raccourci que jamais il ne trouva, et à ce moment-là, en cherchant un raccourci que jamais il n'a trouvé, il a été confronté aux envahisseurs, et donc il doit maintenant convaincre un monde incrédule que le cauchemar a déjà commencé. Vous voyez, je connais encore par cœur le générique, mais toute ma génération le connaît par cœur, je vous rassure. Ça veut dire, si je prends cette référence de pop culture, que quelqu'un cherche un chemin, il ne le trouve pas, et il va tomber sur une surprise inattendue qui va lui donner une mission dans sa vie. Aujourd'hui, avec Google Maps, il trouve le raccourci. Avec les algos de choix, il ne va pas tomber sur un inattendu et donc il ne va pas avoir de mission. Donc il n'y a plus de romantisme dans notre vie ? Il n'y a plus, bien sûr qu'il y en a encore, mais je veux dire, moi je crois vraiment beaucoup, vous allez me dire c'est bizarre, on parle de techno, et en fait je dis attention, dans cette submersion qui est la nôtre, préservons la surprise, l'inattendu. Comment on fait ? Comment on fait ? On coupe Netflix, on se dit ce soir pas Netflix, je vais marcher dehors. D'abord, je pense que de temps en temps on peut couper, on peut bricoler. Je pense beaucoup effectivement que, alors là ça va faire vieux baba cool, mais j'assume totalement que le retour à des temps, à des moments et la personne qui vous parle, elle est connectée totalement, mais des moments de déconnexion, des temps de déconnexion, c'est vraiment important. Je pense qu'on en ressent tous le besoin, quelle que soit notre génération. Vraiment, moi je pense que les vieux, entre guillemets, sont aussi drogués que les jeunes aux écrans et que c'est pas du tout un phénomène générationnel. Et si vous voulez... bricoler des moments de déconnexion, etc., c'est tout à fait bien, que la régulation, à un moment donné, atténue aussi les impacts des algos publicitaires, commerciaux ou autres, qui provoquent quand même un certain ordonnancement des contenus, parce que cet ordonnancement, il n'est pas uniquement fait pour nos intérêts, mais évidemment pour les intérêts économiques des plateformes, ce qui est normal. Une chaîne de télé commerciale, elle ordonnance ses contenus aussi pour maximiser son audience pour des intérêts commerciaux, donc il ne s'agit pas de dire le monde a totalement changé dans son fonctionnement. Il y a beaucoup de continuité, mais qu'il y ait des espaces de déconnexion, évidemment, ça c'est important, des moments de déconnexion aussi. Mais ce que je crois, c'est que vraiment, moi je ne suis pas du tout pessimiste, mais je pense que on va devoir tous naviguer la submersion. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous encore, et quelles que soient les générations, totalement intégré ce que ça veut dire que d'avoir en permanence le choix sur 100 millions de titres, des milliards de vidéos, comment on navigue là-dedans, comment on exerce notre libre arbitre, comment on exerce aussi notre capacité de discernement entre ce qui est faux, ce qui est vrai, entre la réalité et la fiction. Parce que là aussi, on peut y revenir, c'est toute une partie du livre, effectivement, où je dis attention, non seulement nos choix sont plus de nos choix, mais la frontière entre la réalité et la fiction se brouille. C'est quelque chose qui risque de s'accentuer ? Le fait bien sûr. La fiction, le vrai, le faux, ce qui est vrai ou pas. Et bien sûr. Comment on détermine ce qui est vrai on et faux ? rentre dans la phase, en plus de ça maintenant, depuis novembre 22, avec la mise au grand public des intelligences artificielles génératives. La production de contenu va être quasiment, comme je le disais, quasiment infinie. Bon. Et le mélange, l'imbrication entre le vrai et le faux va
s'accentuer de façon phénoménale. Elle existe déjà, hein. Elle existe déjà parce que vous avez des tas de fictions qui disent basées sur des faits réels, hein. Et quand vous regardez The Crown, vous savez pas si c'est un documentaire historique sur la vie de la monarchie anglaise que vous voyez ou une fiction à partir d'une histoire. Les personnes vont aller regarder après les vrais du faux, démêler le vrai du faux. Mais vous n'allez pas débunker une fiction, on pourrait le faire, mais d'un autre côté, pour la première fois cette année, les producteurs ont accepté la demande de la famille royale de dire attention, c'est une fiction. Parce que la famille royale n'avait pas le droit de dire avant ? La famille royale leur avait demandé de le faire depuis plusieurs saisons, je crois depuis 3 ou 4 saisons. Ils n'avaient pas mentionné que c'était... Non, ils avaient dit la position des producteurs, c'était mais les gens savent très bien démêler le vrai du faux. Mais pas du tout. Mais aucun de nous ne sait. Et puis aucun de nous ne va prendre le temps. Oui, c'est ce que parce que surtout on adore. Moi je mentionne un exemple qui va encore marquer mon âge, comme Les Envahisseurs. Mais peu importe, je le mentionne dans le livre parce que ça parlera à tout le monde. J'ai assisté, comme beaucoup de monde, au concert des Avatars d'ABBA, vous savez, à Londres. Donc, ils ont créé une salle de concert particulière qui s'appelle ABBA Voyage, c'est comme ça. Ils vous mentent pas, hein. Vous savez, de toute façon, ils ont l'air d'avoir 30 ans quand ils sont sur scène, donc alors qu'ils en ont 70 ou 80 aujourd'hui. Donc il n'y a pas, si j'ose dire, il n'y a à aucun moment il y a tromperie sur la marchandise. Donc là, on n'est pas dans l'imbrication problématique de la désinformation sur laquelle on pourra revenir. Là, c'est vraiment pour le divertissement, et c'est heureux. Et donc, vous avez une scène où il y a 10 musiciens réels, en chair et en os, qui jouent, un backing band qui joue, et les 4 avatars qui ont été créés avec l'aide de Lucasfilm, donc les mêmes studios de la Guerre des Étoiles et de toutes les sagas de Star Wars. Ils ont créé, non pas des hologrammes, hein, un hologramme c'est une reproduction photographique en 3D, mais un avatar, donc je crois que ça leur a demandé 6 ans de programmation. Un avatar, c'est-à-dire en fait c'est une création numérique, pareil, en 3D, sauf qu'elle est programmée et programmable. Vous ne programmez pas un hologramme. Un hologramme, c'est la reproduction. Ah oui, d'accord. Si vous avez mon hologramme, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui est dans 3 lieux différents et qui fait. Ça, c'est un hologramme. Et vous avez eu des concerts avec des hologrammes qui étaient d'ailleurs assez pathétiques, qui reprenaient autrefois. Mais là, c'est des avatars, donc c'est programmable. D'accord. Mais c'est pareil, c'est de la lumière, donc ça n'a pas d'existence physique, si vous voulez. Mais si vous vous mettez bien devant la scène. C'est phénoménal. C'est-à-dire que vous avez l'impression que vous avez affaire à des gens qui sont vraiment là. Alors évidemment, si vous reproduisez ce qu'ils font, l'avatar en grand écran, ça a l'air un peu bizarre, parce que de loin ça marche, de près vous avez l'impression d'avoir affaire à une personne soit qui a eu accès à beaucoup de chirurgie esthétique, soit presque un dessin animé. Enfin, c'est bizarre. Vous avez pu le voir de près Vous voyez sur les grands écrans. Si d'accord, ok. Et puis évidemment, vous prenez du temps à se dire, tiens, c'est bizarre, ils éclairent beaucoup la salle, ils éclairent pas beaucoup la scène. Bah oui, parce que si vous éclairez de la lumière, évidemment, il se passe des choses phénoménales. Mais ce qui m'a intéressé, c'est pas la prouesse technique et technologique, qui d'ailleurs maintenant elle a 2 ans, et il continue à présenter, qui est très réussi. Mais on se dit bien, avec les progrès qu'on est en train de faire, ça va apparaître désuet d'ici 1 an et demi. Non, ce qui m'a vraiment intéressé, parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est la réaction du public. C'est-à-dire la réaction du public au bout de, 2 minutes, 3 minutes, le public fait comme s'ils étaient vraiment là. Et donc le public finit par s'adresser aux avatars. Et y compris, moi, je sais pas, au bout de 20 minutes, j'ai entendu quelqu'un, il y a une des chanteuses qui s'appelle Agnetha, crier « Agnetha, I love you ». Bon, évidemment, Agnetha n'était pas là, c'était un avatar, des pixels peut-être, mais en tout cas, elle n'était pas sur scène. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'une partie de nous-mêmes adore cette imbrication-là. Et il ne s'agit pas de dire qu'il faut condamner l'imbrication de la fiction de la réalité. De toute façon, on voit, et c'est ce que je dis dans le livre, que finalement, l'imbrication du fictionnel ou du virtuel, peu importe comment on l'appelle, avec le réel, va beaucoup plus vite et va sans doute connaître beaucoup plus de succès que les mondes virtuels parallèles, en réalité. Alors les mondes virtuels parallèles, quand c'est des univers de jeux, ça marche très très bien. Quand c'est un métaverse général, ça tâtonne. Technologiquement, ça existe, mais on n'y est pas encore. Mais cette imbrication, elle est là. Et il ne s'agit pas de dire qu'elle est mauvaise.
Il s'agit juste de dire qu'il faut qu'on sache quand est-ce que c'est imbriqué ou pas. Et donc, il y a tout. Alors, on peut parler d'un point de vue juridique sur la traçabilité, la transparence, etc. Mais si on n'arrive plus à faire la différence, ça devient une hallucination. Alors, c'est très, très grave dans le domaine de l'information. C'est un peu problématique aussi dans les autres moments si, à un moment, vous n'arrivez plus vraiment à discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Or, la surproduction de contenu, l'arrivée des IA, la capacité, moi ça me fait rire d'avoir Johnny Cash qui chante Barbie Girl. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Évidemment, ou Macron qui chante le dernier titre de Jul. Ou le président Macron qui chante Alouette. Oui, aussi. Oui, aussi Alouette, je te plumerai, ou d'autres choses. Évidemment que ça me fait rire. Et c'est plus problématique quand je regarde l'utilisation de ce genre de choses pour la campagne électorale en Argentine et les utilisations qui pouvaient être faites par Milei et celui qui a été élu, si vous voulez. Parce que, ouais, c'est faux, on affirme que c'est faux et c'est plus drôle. Mais c'est pour ça, le discernement va être absolument essentiel. Donc, dans cette submersion dont je parle, et encore une fois, j'insiste, la dernière partie s'appelle l'issue. Je ne suis pas du tout en train de dire c'est la fin du monde. Vraiment, ces deux choses-là, c'est-à-dire déléguer nos choix, des formules de calcul qui, d'une certaine façon, nous plonge quand même dans un monde où la surprise, l'inattendu, et donc cette respiration n'existe plus forcément, ou en tout cas existe moins. Et puis par ailleurs, le mélange du vrai, du faux, de l'imbrication, qui va arriver quoi qu'il arrive, on ne pourra jamais l'empêcher. Et une partie d'entre nous adore ça. Il vaut mieux qu'on se prépare à avoir des capacités de discernement pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Je vous arrête juste un instant. Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression d'avoir trop de choix, de pas savoir quoi choisir quand vous arrivez sur Netflix ou sur une autre plateforme? Donnez-moi votre réponse en commentaire. Je vous laisse. On parlait juste avant l'interview en off de Gutenberg et l'invention de l'imprimerie. Ouais. Est-ce que justement, à l'époque, quand l'imprimerie est arrivée, il n'y avait pas les mêmes questionnements? Est-ce qu'on va réussir à démêler le vrai du faux? J'adore cette question parce qu'il n'y a pas de pessimisme. Parce que on peut avoir des références, on va les mettre là, parce que peut-être certains qui nous regardent voudront avoir des références savantes. Il y a une universitaire américaine qui s'appelle Elizabeth Eisenstein, qui a publié, c'était en 1979, donc il y a très longtemps, une somme phénoménale sur les années qui ont suivi l'invention de l'imprimerie. Et comme je vous disais, si on faisait une table ronde, moi je fais du numérique maintenant, parce que j'ai travaillé pour Le Monde, Monde.fr, etc. Je fais du numérique depuis 25 ans. Si 25 ans ou 30 ans, allez 50 ans après l'invention de l'imprimerie, vous faites une table ronde et vous dites alors l'invention de l'imprimerie, qu'est-ce qu'on en pense? Et on va vous dire, l'invention de l'imprimerie, c'est quand même problématique parce qu'il y a une accélération phénoménale des contenus. Il fallait 1 an pour un moine copiste pour produire une Bible avant l'invention de l'imprimerie. Là, on est 50 ans après l'invention de l'imprimerie, il y a déjà 15 millions de livres en circulation. Vous vous rendez compte un peu de l'accélération des contenus? Et puis on va vous dire, regardez, il y a des pamphlets diffamatoires, des libelles, l'arrivée de faux partout, de la pornographie qui circule partout. Plus personne ne sait qui a raison, qui a tort. On peut écrire tout et n'importe quoi. Ça circule. Regardez des débuts de guerre civile en Angleterre, des débuts de guerre civile en France, la guerre de religion qui commence à arriver. Donc on peut faire un parallèle. Et en même temps, quand on se place 400 ou 500 ans après l'invention de l'imprimerie, on dit l'invention de l'imprimerie, vous vous rendez compte? C'est l'arrivée de la Renaissance, c'est la philosophie des Lumières, c'est la démocratie moderne, c'est le partage du savoir, c'est l'éducation de masse. Regardez le développement de la philosophie, de la science, etc. Et c'est vrai. Et dans les deux cas, c'est vrai. Juste ce que j'essaie de dire, c'est qu'il ne faut pas non plus être naïf. C'est-à-dire que pour passer, on va dire, de la table ronde des 40 ans ou 50 ans après l'imprimerie à ce qu'on peut en dire, ça ne s'est pas fait tout seul. Il n'y a pas eu, on a tous appris, ça s'est autorégulé et c'était simple. C'est pas autorégulé? Non. On est passé par des moments relativement difficiles, puisqu'on a mentionné un certain nombre, et qu'il a fallu un triple mouvement, si vous voulez, un mouvement, et je hiérarchise pas, un mouvement politique, comment le pouvoir politique se redéfinit à l'ère du savoir partagé, etc., la lutte contre les cléricatures et l'Église, certes, la réforme au sein des églises, mais aussi qu'est-ce qu'on fait des mouvements de guerre civile, comment ça se passe, qui a le pouvoir à un moment donné de décider de ce qui se publie ou pas. Ça ne s'est pas fait immédiatement et uniquement. On peut dire qu'il a fallu aussi beaucoup d'années pour que se mette en place
de façon culturelle, globale, etc., finalement, des tiers de confiance qu'on appelle des éditeurs, qui disent, ben voilà, je me porte garant, de responsable de ce qui est publié, etc., avec des gens qui disent, non, mais que tout et n'importe quoi c'est dit, c'est pas grave, non, il y a eu un corpus juridique aussi sur la responsabilité, et d'autres qui disaient, mais non, mais c'est moi qui vais décider tout seul, que je sois le roi, l'empereur ou le pape, ce qui peut s'imprimer ou ce qui peut s'imprimer, ou ce qui peut ne pas s'imprimer. Et on peut faire des parallèles aujourd'hui assez intéressants avec les discussions qu'on a sur l'univers numérique, mais il a fallu aussi toute une formation, des années, des décennies, des siècles de formation individuelle à la lecture, à l'écriture, à la philosophie, à la pensée, etc., pour vivre dans ce monde-là. Donc il va falloir des années. Ouais. Là, on n'est qu'au début de la révolution numérique. Il va falloir des années avant qu'on puisse s'épanouir pleinement. Non, on peut déjà s'épanouir, mais je veux dire, il y a beaucoup d'années qui vont être nécessaires de formation individuelle, collective par rapport à ça. Je ne pense pas qu'on puisse... Évidemment, on ne peut pas revenir en arrière, c'est grotesque de le penser, et même moi-même, je ne le souhaite pas. J'ai eu la chance... J'ai la malchance d'être beaucoup plus vieux que vous et j'ai la chance, en revanche, d'avoir vu cette vague arriver. Quand on devait attendre, parce qu'il n'y avait même pas de magnétoscope quand moi j'étais ado, quand on devait attendre pour voir un film sur lequel on avait lu des tas de trucs et qu'on devait se dire, bon, peut-être, moi j'habitais en banlieue, peut-être qu'il va passer à Paris dans 6 mois ou dans 9 mois dans une des salles d'art et d'essai, et il ne faut pas le louper parce qu'il passera 2 fois dans une semaine et puis après on le reverra pas avant 4 ans. Et pour savoir surtout quand est-ce qu'il va passer, On parce qu'on achetait n'a pas des Internet. choses qui s'appelaient l'officiel des spectacles ou le Pariscope, et puis on regardait, puis on faisait ça, et puis quand on avait un ciné-club, il fallait se mettre sur une liste d'attente pour avoir la copie physique du film. Il y en avait très peu disponibles des ciné-clubs, et on se battait entre guillemets, pas physiquement évidemment, mais on disait non, je la voudrais avant, et puis si le ciné-club du lycée d'à côté l'avait eu, on pouvait pas l'avoir nous, etc. Et pour la musique, c'était pareil. Bon. Donc évidemment, la chance de voir arriver cette disponibilité incroyable, de se dire qu'on peut avoir accès à toutes les cultures du monde, toutes les musiques du monde, toutes les choses comme ça, c'est une chance inouïe. Et évidemment qu'il ne faut pas revenir en arrière. Le fait de pouvoir se connecter, etc. Bon. Mais on vit aussi dans le moment, j'allais dire peut-être paroxystique. Alors il y a eu le moment paroxystique de la dépendance aux écrans. Moi j'ai écrit dessus dans un livre qui s'appelait La civilisation du poisson rouge, qui est maintenant à 5 ans ou 6 ans. À l'époque c'était un thème un peu neuf, maintenant à peu près tout le monde s'en est emparé. Avant TikTok, avant l'émergence de TikTok. Bien avant hein. TikTok, oui. J'ai écrit ce livre en 2018, il a dû être publié début 2019, et je me souviens très bien des réactions que j'avais, des gens qui disaient « ça pose des mots sur un ressenti qui est le nôtre », mais sur lequel les mots et les diagnostics n'avaient pas été posés encore. Mais ça allait l'être, parce que mon livre a été parmi les premiers, ou peut-être le premier en France, mais conjointement, il y a eu beaucoup d'autres livres aussi sur le même sujet. Et quand je dis quasiment conjointement, c'est-à-dire à 1 mois, 2 mois ou 3 mois d'intervalle, ce qui veut dire qu'ils étaient en train d'être écrits quand moi-même j'écrivais le mien. Donc on ressentait tous qu'il se passait quelque chose dans ce domaine, il fallait le documenter, expliciter pourquoi. Et encore une fois, la principale thèse à l'époque, c'est pas du tout la techno qui vous rend dépendant, c'est le modèle économique derrière la techno. Parce que ça, j'en suis absolument On pourrait persuadé. imaginer une technologie basée sur un autre modèle économique qui ne nous rende pas dépendants. Est-ce que vous êtes dépendant de Wikipédia ? C'est vrai. Voilà. Le livre essaye de le démontrer totalement, si vous voulez. C'est-à-dire que, en réalité, la dépendance aux écrans, mais maintenant c'est un thème vieux, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez des interfaces qui me donnent des récompenses, entre guillemets, que les neuroscientifiques connaissent très très bien, le phénomène de récompense. Alors on peut dire oui, c'est un peu de dopamine, c'est vrai, mais enfin les phénomènes de récompense nous ont toujours rendus un peu dépendants. On adore la récompense. Mais quand vous avez des pontes de la Silicon Valley qui vous disent que c'est une économie de casino, c'est ça qu'ils veulent dire. C'est le modèle de la machine à sous. Vous savez bien qu'il y a des gens qui sont absolument dépendants des machines à sous. Pourquoi ? Parce que vous avez un phénomène de ce qu'on appelle la récompense aléatoire. La récompense aléatoire, c'est que de temps en temps, souvent vous gagnez rien, de temps en temps vous gagnez un peu, et parfois, très rarement, vous gagnez énormément. Et ce mécanisme-là, qui a été étudié, je le mentionne dans La civilisation du poisson rouge, par quelqu'un qui s'appelle Burrus Frederick Skinner, qui est
qui est un savant et qui, à Harvard en 1931, si ma mémoire est bonne, 30 ou 31, a mis à jour ce mécanisme de dépendance avec des pigeons et des souris, mais on peut en parler là, c'est des pigeons avec ou des souris qui l'enfermaient dans une boîte transparente, et il y avait un distributeur de nourriture, et certaines fois le distributeur de nourriture, mais ça j'en parle dans la civilisation du poisson rouge, il y a certaines fois où le distributeur de nourriture est programmé de façon à vous appuyez, vous avez de la nourriture, et au bout d'un certain temps, la souris, elle maîtrise le mécanisme, et donc elle appuie quand elle a faim. Et d'autres fois, la distribution de nourriture se comporte comme une machine à sous. Donc souvent rien, parfois un petit peu, et parfois énormément de choses. Vous observez au bout d'un temps très très rapide que la souris appuie de façon compulsive sur le bouton tout le temps, même quand elle est noyée sous la nourriture dans sa cage. Parce que le mécanisme de récompense aléatoire l'a rendu dépendant. Donc on connaît tous ces mécanismes, il y en a, dans le livre j'en parle à 3 ou 4 mécanismes d'entre eux, et évidemment ce qu'on a appelé à un moment donné le dark design ou autre ont été mis en œuvre, mais de façon totalement transparente. Autrefois, maintenant, ça a été... mais quand j'ai publié le livre en 2019, vous pouviez encore trouver la conférence du fondateur du laboratoire de captologie à Stanford, qui avait formé notamment les fondateurs d'Instagram, donc il s'appelle B.G. Fogg, qui expliquait très clairement que lui, son boulot, c'était d'utiliser les connaissances en neurosciences et les connaissances en design, en computer thinking, pour essayer de capter l'attention des gens, pour leur vendre de la publicité. Pensé, étudié, c'est pas fait par hasard. Non, pas du tout, mais c'est pas fait non plus par c'est pas un complot diabolique. Oui. C'est ce que je suis en train de dire, c'est qu'on n'est pas face à des gens qui ont décidé de détruire l'humanité. Vous avez des plateformes qui ont un modèle publicitaire. Et donc, ayant un modèle publicitaire, elles essayent de quoi ? De maximiser leur chiffre d'affaires publicitaire. Pour maximiser le chiffre d'affaires publicitaire, il faut quoi ? Il faut qu'il y ait beaucoup de monde qui passe beaucoup de temps dessus. Donc évidemment, plus elles vont vous rendre, entre guillemets, accro, allez, mettons ce mot-là, à leurs produits, plus elles vont pouvoir développer leur chiffre d'affaires publicitaire. Donc évidemment, elles utilisent tous les instruments à disposition, tant qu'il n'y a pas de régulation, pour faire que vous passiez le plus de temps possible. Et donc ça se traduit par, d'abord, elles ont 2 instruments formidables à disposition. Un, le smartphone qui fait que vous êtes connecté en permanence. Le début de l'Internet, on payait encore au forfait horaire par mois. 1 heure par mois, 4 heures par mois, et c'était des PC, même pas écran plat. Le Wi-Fi, le Bluetooth n'existait pas. On branchait un câble Ethernet sur un modem qui faisait un bruit d'enfer, etc. Donc maintenant, le mobile, le smartphone plus exactement, c'est, vous vous souvenez de la keynote de Steve Jobs, enfin en tout cas beaucoup de monde l'a vue parce qu'elle est évidemment légendaire. So I've got a camera here so you can see what I'm doing with my finger for a few seconds. And let me go ahead and get that picture within picture up. I'm going to go ahead and just push the sleep wake button, and there we go, right there. And to unlock the phone, I just take my finger and slide it across. Right? You want to see that again? Mais dans lequel il dit j'ai inventé 3 trucs, et notamment l'Internet mobile, donc un truc de divertissement, l'Internet mobile, une interface tactile, etc. Ça a été l'éruption de la connexion permanente, qui n'est plus liée à un endroit, qui n'est plus liée à un moment. Donc évidemment, pour la possibilité de gagner sa vie en vendant de la publicité sous forme connectée, c'est phénoménal. Et c'est pas un hasard si vous avez une concomitance dans le temps. En 2006-2007, c'est l'invention du smartphone avec l'iPhone, c'est l'invention des réseaux sociaux avec Facebook, Twitter, tout ça est pas du tout. Et c'est j'allais dire même si ça avait été déjà travaillé chez Google beaucoup, c'est l'éclosion totale de la publicité ciblée chez Facebook à l'époque. C'est pas du tout un hasard que vous ayez ces 3 choses en même temps. Et jusqu'où on va être connecté, assisté Vous parlez de la singularité dans votre livre avec les intelligences artificielles notamment. Je ne sais pas si vous avez lu Asimov ou cité Asimov. Bien sûr. Ouais. Dans le cycle des robots, je cite le cycle des robots, évidemment. Les coloniens, comme ils les appellent, ou les terriens qui ont décidé de les coloniser, ont décidé de renoncer aux robots et donc à l'intelligence, qu'on pourrait assimiler à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a un moment où on va décider de renoncer et de devenir des humains sans renoncer non, mais alors parlons de la singularité un peu. Moi j'ai eu
Ça m'a toujours fasciné ce truc, parce que d'une façon ou d'une autre, et j'ai peut-être tort de vous dire ça, j'ai vraiment du mal à prendre ça comme une hypothèse probable, même si j'ai assisté à des conférences de Kurzweil, donc le pape chez Google de la singularité, qui disait 2045, maintenant il dit que ça va être plus tôt, c'est grâce à l'IA, etc. Je lis évidemment avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'humilité, parce que j'ai pas de boule de cristal. Hein. Je vous dis juste mon ressenti personnel, j'ai du mal à prendre cette hypothèse sérieuse, je la vois trop justement liée au texte, à tout ce qu'on a lu, Asimov, Arthur C. Clarke, etc., pour ne pas me dire il y a quelque chose là de presque métaphysique dans cette quête qui est de dire, alors là, pas ma génération, les générations précédentes qui m'ont précédé, voyaient la conquête d'un homme nouveau, entre guillemets, à l'époque c'était par la politique et non pas la technique, mais si vous regardez un peu même les mouvements guevaristes de Che Guevara, ils vous disaient on va faire naître grâce à la politique, au mouvement politique, un homme nouveau, un nouvel homme, etc., pour ne pas parler des choses plus inquiétantes, et évidemment sous des formes de totalitarisme. Donc cette quête du dépassement de l'humain par la politique à un moment donné ou par la technique me semble être une constante en réalité des récits humains. Ça permet de grandir en plus ceux qui font de la tech, parce qu'ils vous disent non, moi je fais pas de la techno, moi je redéfinis l'être humain, donc c'est beaucoup. Pour vous c'est la même chose, le transhumanisme et les totalitarismes, enfin les... Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est des récits. Il y a une constante depuis que l'espèce humaine existe dans ces récits de dire on va dépasser l'espèce humaine à un moment donné, alors après par la guerre ou les horreurs par certains, par la politique pour d'autres, par la technique. Et donc peut-être qu'effectivement, quand on écoute Kurzweil, il nous parle effectivement, c'est le premier que j'ai entendu parler il y a très longtemps maintenant, enfin il y a peut-être 20 ans, des réseaux neuronaux, etc. Donc on voit des choses se mettre en place, donc je ne vais pas dire ça n'arrivera jamais. Mais j'ai du mal à considérer que l'hypothèse soit à prendre vraiment en compte. En revanche, ce que je prends en compte, et on revient chez Asimov là, évidemment que l'IA va se développer. Pour paraphraser un auteur comme Houellebecq qui parle de l'extension du domaine de la lutte, ce que je prends au sérieux, c'est l'extension du domaine du calcul. C'est-à-dire que je pense que la multiplication des données, la multiplication, j'allais dire, des outils automatiques, alors les IA qui évidemment se nourrissent des données elles-mêmes, fait que de plus en plus il y a une part croissante de nos vies qui est ordonnancée par le résultat de calcul. Et ça m'inquiète. Oui. Et ça m'inquiète beaucoup, c'est pour ça que j'écris ces livres-là. Et je pense que c'est pas joué, parce que je pense qu'il y a des modèles économiques derrière. Donc, est-ce que je pense qu'on va arriver à un moment donné, comme ces personnages d'Asimov, à se dire on va se mettre en retrait ? Oui, en tout cas, on voit bien qu'aujourd'hui, si vous voulez, moi je crois que peut-être supprimer tous les robots, j'en sais rien, mais continuer en revanche à faire prévaloir une certaine dose d'humanité, j'allais dire d'humilité, mais c'est pareil, d'humanité et d'humilité sur le calcul et l'ordonnancement, ça oui, je crois que c'est nécessaire. En tout cas, je pense que la littérature, celle-là, mais je parle de Lovecraft aussi à un moment donné, de Don Quichotte, parce que Don Quichotte pour moi c'est 1605, hein, donc c'est un siècle, un gros siècle on va dire, après l'invention de l'imprimerie, et on parle d'une personne qui est déjà hallucinée par sa dépendance au livre, si j'ose dire. Hein, c'est de ça dont on parle, hein, puisqu'il est dépendant des romans de chevalerie. Donc je parle de tout ça, et il vit dans un monde où la réalité et la fiction se brouillent, etc. Et donc pour moi, je trouve qu'on a tellement de ressources dans la littérature, qu'elle soit ancienne, qu'elle soit récente, qu'elle soit de science-fiction, qu'elle soit romanesque. Ça prouve que ce questionnement-là, il est important, en tout cas, il est présent. Est-ce que, selon vous, il y a des sous-cultures ? Qu'est-ce que vous entendez par sous-culture ? Est-ce qu'il y a des cultures on va dire, juste pour prendre un exemple, la pop culture, la culture plus classique, est-ce qu'on doit catégoriser les cultures ou toutes les cultures se valent ? Est-ce qu'il y a des sous-cultures ? Ben oui, ça se dit pas, c'est pas politiquement correct, mais oui, bien sûr qu'il y a des sous-cultures. J'ose espérer. Le rap et les mangas, ça vaut pas l'opéra et la littérature. Bah oui, Astérix, c'est pas la recherche du temps perdu. Je suis même étonné qu'on soit obligé de le dire. Non, je crois pas que tout se vaut.
Mais à l'intérieur même d'un segment culturel. Oui, je veux dire, tous les livres ne se valent pas. La littérature classique et tous les livres écrits au 19e ne se valent pas, et tous les romans ne se valent pas, et je pense que non, tout ne se vaut pas. Je crois vraiment, c'est peut-être ma formation classique qui pense ça, mais est-ce que tout vaut quelque chose ? Oui, moi j'adore la pop culture, j'y fais référence. Est-ce que la pop culture deviendra culture classique ? On va voir. Il faut laisser le temps pour laisser les Tout ne passera pas le filtre, j'imagine. Ouais. Mais regardez comment aujourd'hui... regardez, c'est même pas ma génération, c'est la génération un peu avant la mienne. Et parlons musique, juste. Le questionnement sur la place que peuvent avoir... alors on va dire, c'est mes goûts personnels, que peuvent avoir Dylan et les Beatles aujourd'hui, entre l'un qui a le prix Nobel de littérature et qui a son propre musée, et etc. Vous voyez que quand même, je ne sais pas s'il rentre dans la culture classique, mais je veux dire le fait qu'il ait été autre chose qu'un mouvement éphémère, puisque c'est ça votre question, fondamentalement, c'est-à-dire qu'il reste, peu importe la dénomination qu'on fera, aujourd'hui ça semble jouer en sa faveur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui disons, ça va rester. Les Beatles, ça semble aussi destiné à rester, quand bien même ils ne faisaient pas partie de ce qu'autrefois les sociologues appelaient la culture légitime, en disant il y a une culture classique légitime et la culture illégitime. Moi, je crois que je fais partie de la génération qui a vu, et j'en suis très heureux, se brouiller les comportements entre culture légitime et culture dite non légitime. Je ne participe pas à ces mots-là, je ne les achète pas. Mais en tout cas, oui, bien sûr que la pop culture a énormément de valeur, que le mouvement culturel. Mais tout ne se vaut pas, tout ne passera pas le filtre du temps. Donc on a des choses qui passent le filtre du temps, qui quelquefois renaissent. Vous seriez surpris de savoir que Jean-Sébastien Bach, 50 ans, 60 ans après sa mort, c'est Mendelssohn qui l'a fait renaître à un moment donné, qui a montré à quel point il avait été fondamental pour la musique. Donc qu'il y ait des choses qui se fassent aujourd'hui qui vont passer le filtre du temps, j'espère, même si, et là ça n'a rien à voir avec la valeur de la culture, ce qui se passe, parce qu'on est là où on est, dans le domaine notamment des IA ou ailleurs, questionne. C'est quoi les critères pour juger un objet culturel ? Pour le juger, on se dit, pour se dire, est-ce que cet objet culturel, je dois prendre le temps de le regarder ? Je dois prendre le temps de l'apprécier ? Oui, mais vous voyez bien, vos pratiques, j'imagine, les miennes en tout cas, aujourd'hui, et ça depuis maintenant 20 ou 30 ans, on voit bien que les pratiques sont mixtes. C'est-à-dire qu'on peut aimer... je peux m'amuser beaucoup à écouter Johnny Cash chanter Barbie Girl, ce qui évidemment ne restera pas, est oublié, et en même temps adorer une cantate de Bach, et j'espère bien qu'on est tous divers dans ce qu'on peut aimer. Après, je pense effectivement, et c'est là peut-être que ça marque ma culture classique, je pense que tout ne se vaut pas, mais tout vaut quelque chose. Donc après, il y a les critères du temps, du moment, des critères esthétiques, de valeurs esthétiques. Je pense que je veux dire que le regard critique au sens sur une œuvre doit pouvoir se porter sur toute œuvre sans dire celle-là elle ne doit pas avoir ce regard critique. Mais ce qui vous détermine de choisir quelque chose, c'est à la fois la liberté qui peut être la vôtre, et puis aussi le fait qu'à un moment donné, moi je crois beaucoup qu'on peut avoir des illuminations culturelles. Il y a quelque chose que vous ne connaissiez pas, et tout d'un coup vous connaissez, votre vie a changé. Et après, cette chose-là peut être absolument phénoménale, c'est-à-dire qu'elle peut être d'une valeur sublime, ou elle peut être totalement éphémère. Il y avait un livre qui m'avait beaucoup intéressé, où vous avez un philosophe, traducteur de Kierkegaard par ailleurs, qui a écrit un livre sur Claude François. Pour ma génération, Claude François, c'est vraiment la culture, entre guillemets, éphémère qui ne restera pas, et sans doute il n'en est rien resté, mais il avait démontré quand même, philosophiquement, que l'art... Que même faire quelque chose d'éphémère qui touche les gens au plus grand nombre, c'est un art extrêmement difficile.
Alors peut-être que c'est pas de l'art au sens le plus noble du terme, mais c'est un artisanat extrêmement difficile qui demande un extraordinaire respect. Donc je ne sais pas ce qui passe le temps ou pas, mais en tout cas, si vous me demandez si j'adore la pop culture, oui, bien sûr. Et c'est pour ça que ça m'amuse. Enfin, ça m'amuse pas, ça me plaît, et c'est naturel de mélanger dans un même livre des références classiques, des livres comme ceux de Lovecraft ou d'Asimov, qui sont devenus maintenant un peu cultes du point de vue de l'époque où on vit, d'autres choses qui sont peut-être plus anciens, ou comme Leibniz, ou des philosophes comme Lévinas, et puis le générique des Envahisseurs, et un spectacle d'Abba, parce que notre vie, elle est faite de ça. Et dans la submersion, il y a une chose que moi je valorise, contrairement à d'autres, c'est justement ce kaléidoscope. Mais encore faut-il qu'on ait, nous, la capacité de distinguer nous-mêmes, de savoir que tout n'est pas identique, tout est proposé de façon horizontale. On peut peut-être être malheureux de ça, moi je ne le suis pas, même si évidemment on ne trouve pas forcément tout de façon horizontale dans tous les endroits. Moi je travaille chez Arte, on a une ligne éditoriale particulière, etc. Mais en même temps, je trouve qu'il est important que dans notre propre formation, on sache que tout ne se vaut pas, qu'a priori, moi je peux aimer manger un kebab, je sais qu'a priori, ça n'a pas la même valeur en termes culinaires, en termes de savoir-faire, que ce que pourra faire une chef ou un chef qui aura étudié son art pendant des dizaines d'années et qui aura mis des heures, voire des mois, à imaginer ce plat et qui aura fait travailler 30 personnes pour ça. Il est important aussi de savoir faire, y compris pour son propre plaisir et sa propre capacité. Je pense que regarder un tableau, ça s'apprend. C'est Daniel Arras qui disait « un tableau, ça vous parle, donc il faut arriver à l'écouter ». Que écouter de la musique, ça s'apprend. Et non pas pour le goût de l'effort, mais simplement parce que quand vous avez appris, vous en profitez beaucoup plus. Mais en revanche, moi je suis extrêmement ravi qu'on vive à l'ère des propositions horizontales et kaléidoscopiques. Merci. Merci à vous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes là, c'est qu'elle vous a plu. Pensez bien donc à laisser un j'aime, à mettre un commentaire et à vous abonner. C'est super important pour nous soutenir. Je vous rappelle que tous nos contenus sont disponibles en format audio sur toutes les plateformes de podcast et il y a même du contenu exclusif là-bas. Enfin, on sort une newsletter toutes les semaines qui revient sur le débat qui a animé l'actualité. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut.